Bienvenue dans le podcast Unbedingt. Unbedingt, c'est un podcast littéraire. Mon invité et complice, Nicolas Oltramar, est professeur de lettres et de théâtre. Allez, c'est parti! Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Dans ce podcast littéraire, nous allons parler de Premier sang, un ouvrage d'Amélie Nothomb paru en 2021. Cet ouvrage a obtenu le prix Renaudot. Alors, Nicolas, notre podcast, qui a l'ambition d'explorer la littérature contemporaine, ne pouvait évidemment pas faire l'impasse sur Amélie Nothomb. Elle publie combien? Un roman ou deux par an? Un roman par an. Je crois que c'est un à chaque rentrée, oui. Donc c'est un véritable phénomène éditorial depuis, on va dire, presque 30 ans, et c'est un monstre incontournable de la littérature contemporaine. Tu veux dire quelques mots sur la biographie d'Amélie Nothomb, Nicolas ? Oui, présentons-la malgré tout, malgré son succès et sa notoriété. Donc c'est une autrice belge dont le père était diplomate. Elle est née en 1967 à Kobe, au Japon. Elle a vécu du coup dans plusieurs pays différents en suivant la carrière diplomatique de son père. Elle raconte qu'elle a été prise d'une rage d'écrire vers 17 ans, si j'en crois ses déclarations, qui donnera donc naissance à une trentaine de romans, tous parus chez Albin Michel, et plus d'une centaine de manuscrits, puisque tout ce qu'elle écrit n'est pas publié. Parmi les plus connus, citons le roman qui l'a fait découvrir, Hygiène de l'assassin, en 1992, et puis peut-être une autre œuvre qui est particulièrement connue, en tout cas de nos auditeurs et auditrices, c'est Stupeur et tremblement, en 1999, qui a eu le prix de l'Académie française, et qui là aussi s'intéresse à son choc culturel avec le Japon. Bon, on va pas tout citer, bien sûr, mais soulignons qu'en plus d'être prolifique, son œuvre s'essaye à des genres, à des expériences variées. Elle tente des choses parfois assez culottées. On va du conte philosophique avec acide sulfurique, ou à des écrits plus autobiographiques avec Biographie de la faim, ou d'autres où elle s'amuse à faire parler le Christ à la première personne du singulier dans Soif. Bon, mais le point commun derrière tout cela, je crois, le point commun stable derrière cette profusion, c'est la figure de l'auteur qui se projette plus ou moins explicitement dans ses personnages et qui ne se départit jamais, même dans les sujets graves, voire tragiques qu'elle peut aborder, de son humour. Amélie Nothomb, c'est aussi une posture, c'est la posture de l'écrivain. Alors, les ingrédients de cette posture, c'est d'abord, comme tu le disais, Nicolas, l'excentricité, le chapeau, le grand chapeau noir, les gants, le goût pour le champagne, et pas n'importe lequel de champagne. Bref, c'est une figure médiatique qui fait preuve d'une grande aisance sur les plateaux télé, où elle brille non seulement par sa verve, mais aussi vraiment par son sens de la répartie. Alors, cependant, elle a livré dans certaines interviews des aspects de sa vie qui sont nettement moins drôles et qui vont sans doute nous permettre d'analyser ses œuvres différemment, d'avoir une autre grille de lecture, sans bien évidemment, cela va de soi, réduire la production littéraire de cette autrice à quelques drames, encore serait-il terribles. Alors le premier, et elle en parle dans Biographie de la faim, c'est le viol dont elle a été victime à l'âge de 12 ans. Elle en parle en quelques lignes. À la suite de ce traumatisme, l'adolescente s'en sort avec une anorexie sévère et une boulimie d'écriture. Elle le dit, Amélie Nothomb, elle écrit tous les jours, même en vacances, selon un rituel alors très, très codifié. Et d'ailleurs, elle dit qu'arrêter d'écrire serait absolument anxiogène. Derrière ce phénomène d'édition, il y a quand même avant tout une écrivaine qui a vraiment besoin d'écrire pour vivre, j'allais dire survivre, mais n'exagérons pas. Alors, Premier sang, c'est un livre sur son père qui est décédé en 2020. Et en raison du confinement, elle n'a pas pu assister aux obsèques de Patrick Nothomb. Elle a pris la décision d'utiliser ce qu'elle connaissait le mieux, à savoir l'écriture, pour lui rendre hommage à ce père.
Oui, même si Amélie Nothomb projette toujours un peu son ombre, plus ou moins affirmée dans chacun de ses livres, ici nous sommes face à une œuvre qu'on peut qualifier d'audacieuse, et d'ailleurs avec le succès qui est le sien, j'ai envie de dire qu'elle peut tout se permettre. Audacieuse parce qu'elle malmène dans les règles des genres, de la biographie et de l'autobiographie. En effet, on comprend assez vite qu'elle raconte donc la vie de son père, c'est donc une biographie, mais tout le récit est mené à la première personne du singulier, ce qui est plutôt là la marque habituelle d'une autobiographie. Amélie Nothomb invente donc ici un genre, on va dire nouveau, le genre de la biographie à la première personne. Et si elle peut se le permettre, eh bien c'est d'abord évidemment parce qu'elle a très bien connu la personne dont elle raconte la vie, et avec laquelle elle s'identifie, en disant « je ». Personnage d'ailleurs son père, qui apparaît déjà dans une œuvre précédente, dans Biographie de la faim. Il apparaît déjà comme un personnage, mais un personnage qui est vu à travers les yeux d'Amélie, donc de l'enfant. Et ensuite parce que c'est une fille qui cherche à se mettre dans la peau de son père défunt. Alors moi j'ai envie de dire, elle a envie de le mettre au monde, son père. Oui, on a une épigraphe là-dessus, juste au début du roman, où elle cite Sacha Guitry, et la citation aussi laisse à penser qu'elle donne naissance à son père. Et en même temps, cette métaphore de l'enfantement, c'est la métaphore qu'elle utilise très très souvent pour parler de ses romans. C'est vrai. Si chacun de ses romans, c'était ses enfants, là, c'est un roman sur son père, mais c'est une façon finalement de donner naissance à son père. Voilà. Eh bien, ce dispositif, on peut dire qu'il fonctionne bien. Je dirais parce que ce livre nous renvoie à une conception haute et noble de l'écriture, parce que par elle, Amélie Nothomb entend renouer le lien rompu par la mort avec son père, ce qui est une façon de réactualiser à sa manière un mythe ancien, qui n'est autre que le mythe d'Orphée, parti chercher son Eurydice, à ceci près que on a retiré toute grandiloquence. Voilà, ça nous rappelle qu'écrire un texte, c'est étymologiquement produire une chose tissée, un textum en latin, c'est-à-dire une chose avec des fils, et les fils, ce sont aussi des liens qu'on tisse, et qu'elle tisse ici outre-tombe. Quand on voit l'air inspiré, voire illuminé qu'elle a sur la couverture, on pourrait même dire que l'écriture a une dimension religieuse, et là encore, je ferai un peu d'étymologie. La religion, c'est ce qui relie, au sens du verbe lier, ce qui fait le lien entre l'homme et la transcendance, Dieu le Père, sauf qu'ici on a gardé que le Père. Oui. Alors, puisque tu fais allusion au paratexte et à la couverture, là, je sais pas comment tu vois ça, mais les couteaux, là, je me dis, qu'est-ce que c'est ? On est dans un film de Tarantino ou c'est la figure du Christ ou quoi ? Je pense qu'on peut interpréter de plein de manières différentes. Déjà, il y a le premier sang, ce risque qu'elle prend, et je crois que toute personne qui écrit une biographie ou une autobiographie prend un risque. C'est aussi... j'ai envie de dire, c'est ce jeu de cibler quelqu'un avec les couteaux. L'objectif, c'est quand même de pas tuer la cible, mais d'envoyer le couteau le plus proche possible d'Amélie. Et je crois que ça renvoie quand même à l'idée que, tout en racontant son père, c'est peut-être toujours elle-même qu'elle vise à travers cette écriture. Bon, je pense qu'il y a on peut l'interpréter de plein de façons différentes, mais j'avoue que c'est une interprétation qui me plaît bien. Oui, et puis d'ailleurs, Amélie Nothomb, d'après ses dires, elle ressemblait beaucoup à son père, Patrick Nothomb, et puis il suffit tout simplement d'aller sur Internet pour le constater. Il y a certaines photos de Patrick Nothomb, et elle s'en amusait déjà dans Biographie de la faim, où elle avait pris l'habitude de répéter « Patrick, c'est moi », aux invités de ses parents, donc il faut le rappeler, ses parents, ils étaient diplomates. Le cite très fréquemment, mes parents, ils recevaient environ 1000 personnes par mois, et la ressemblance entre Amélie et son père était telle que, voilà, les invités disaient quelle ressemblance, mais ça c'est Patrick, et elle avait pris l'habitude de cette phrase. Donc elle est la troisième enfant d'un père avec lequel elle avait tout de même de très grandes affinités. Donc un père décédé en 2020, un père auquel elle n'a pas pu dire au revoir correctement, et donc ici c'est un petit peu le livre d'un deuil,
dans lequel elle raconte non seulement son père, mais aussi tout ce qui, de son père, survit en elle. Et on pourrait utiliser la formule des liens du sang dans la mesure où son père est en quelque sorte son premier sang, mais on va voir que il y a une autre explication à ce titre polysémique. Oui, ça me rappelle, toute proportion gardée, le très beau livre de Charles Julier qui s'appelait Lambeau, et dans lequel lui aussi utilise l'écriture pour créer un lien avec sa mère biologique, que lui n'a pas du tout connu. Ce lien, il essaie de le créer en racontant, donc une biographie, la vie de sa mère, en la reconstituant à partir des cahiers, des journaux intimes, des témoignages qu'il a pu recueillir, et puis surtout par rapport à grâce à son imagination, il comble les trous, les manques, les vides, et finalement il la reconstitue en même temps un peu à partir de lui-même. Et ensuite il raconte sa propre vie. Tout est à la deuxième personne du singulier. Il tutoie sa mère comme il tutoie le moi qu'il a été. Et ce qui frappe le lecteur, eh bien, ce sont les similarités qui se dégagent entre les deux destinées, les parallèles qui font voir ce qui, de la mère, a été transmis au fils, et qui font que le fils est peut-être le seul à pouvoir reconstituer justement la vie de sa mère. Eh bien, Amélie Nothomb n'a pas été orpheline, elle a connu son père, mais je trouve qu'il y a quelque chose de cet ordre dans son roman, un lien, une connexion qui passe par l'identification aux parents disparus. C'est un dispositif littéraire chargé d'une symbolique intense et lourde, malgré la légèreté que Nothomb introduit toujours dans ses écrits, avec l'humour, avec la parodie, mais je trouve qu'il y a un symbolisme fort. Cet humour, finalement, c'est aussi un écran, une pudeur. C'est le refus peut-être de conclure le fameux pacte autobiographique défini par le jeune, où on est supposé dire tout, toute la vérité, rien que la vérité. Non, là, finalement, avec cet humour, j'ai envie de dire qu'elle jure plutôt de ne pas tout dire, que parfois elle rend certaines situations presque invraisemblables ou peu crédibles, alors qu'elles sont peut-être vraies, mais que c'est peut-être une façon de les minimiser pour justement cacher l'intime qu'il y aurait derrière. Donc tout ça fait qu'on est dans une écriture biographique, autobiographique assez intéressante, qui mérite donc d'être lue. Il y a des choses dont on ne parle pas, qu'elle déforme, qu'elle rend comique. C'est comme un masque pour cacher la charge dramatique. Et si le livre nous parle de son père disparu, en aucun cas ce n'est un livre triste. Ah, tout à fait d'accord. Moi, je trouve qu'il y a une injonction dans cette famille Nothomb, c'est surtout de ne pas se laisser aller au pathos, aux émotions. Ce serait presque vulgaire. Son père, d'ailleurs, l'autrice Amélie Nothomb, elle nous le raconte en choisissant un moment de sa vie bien précis. Nous le découvrons à l'entrée du roman dans une fâcheuse posture. Il fait l'expérience du peloton d'exécution. Les fusils sont braqués sur lui et il attend la mort. Il s'attend à ce qu'il y ait des détonations d'une seconde à l'autre. Oui, mais alors, attention, cette expérience n'est pas du tout dramatique. Elle nous est présentée avec humour, puisque cela devient l'occasion, on va dire, de revivifier un célèbre paradoxe logique de l'Antiquité. C'est celui d'Achille et de la tortue, qui avait été développé par Zénon d'Élée. Et ce paradoxe tendait à montrer que Achille, ayant laissé de l'avance à une tortue lors d'une course, ne pourrait logiquement, justement si on applique des règles logiques, ne pourrait jamais rattraper la tortue, car si on pense le temps en termes de division, eh bien Achille aura toujours un décalage par rapport à la tortue. L'absurdité de ce paradoxe devait montrer la difficulté à penser le temps selon la logique. Amélie Nothomb le récupère au contraire. Elle en fait un paradoxe salutaire pour son père, parce que ça va fournir le cadre même du récit. Patrick Nothomb, face au fusil, va diviser le temps, j'ai envie de dire, à l'infini. Les quelques secondes qui lui restent à vivre vont devenir des moments tellement riches qu'il va avoir le temps de faire défiler toute sa vie devant lui et de nous la raconter. Donc il crée une espèce de temporalité propice au récit. Mais il n'y a pas un auteur qui a évoqué l'expérience du peloton d'exécution ?
Bah alors, elle le dit, ça rappelle évidemment le personnage de Dostoïevski, qui a connu cette expérience-là et qui du coup donne un patronage littéraire à Patrick Nothomb. Alors, donc, tout cela finalement pour rendre un hommage à un père qui a eu une vie palpitante. Et j'ai envie de dire que dans ce roman, il est le héros de plusieurs romans à la fois. On a le roman d'éducation, d'apprentissage, où on nous raconte ce jeune enfant, orphelin de son père, qui doit quémander l'attention de sa mère, qui reçoit de la tendresse de ses grands-parents. C'est une sorte de premier type de roman qui est ici convoqué. Et puis ensuite on aura le roman d'amour, avec sa rencontre avec celle qui deviendra sa femme. Ici, bon, c'est un petit peu comme une réécriture parodique de Cyrano de Bergerac. Alors pour aider un ami à conquérir sa belle, il écrit en son nom des lettres d'amour enflammées, mais tout ne va pas se passer comme prévu, on va pas tout raconter, mais au terme de l'épisode, il finit par rencontrer la femme de sa vie. Alors commence un roman social, façon 19e siècle, avec des conflits entre groupes sociaux, car le grand-père Nothomb va s'opposer au mariage au prétexte que l'épousée ne serait pas d'un rang suffisamment haut. Et puis enfin, il y a l'expérience du diplomate et l'héroïsme lors d'une prise d'otage en 1964 à Stanleyville, au Congo, où il était consul, et qui fut l'une des plus grandes prises d'otages, puisqu'il y a eu 1600 otages à cette occasion. Donc on a une sorte de roman à suspense qui vient s'ajouter à la liste de tous les genres qui ont été utilisés pour raconter donc la vie d'un homme haut en couleur, puisqu'il est romanesque par excellence. Bon, alors c'est aussi une façon pour la fille d'explorer le personnage, se mettre dans sa peau, lui donner une voix. Ce personnage de Patrick Nothomb, on le voit aussi dans Biographie de la faim, c'est un taiseux. Et puis là, il est particulièrement silencieux et le constat de ses contradictions faisait dire à l'enfant Amélie que son père était un monstre incompréhensible. Alors, comprendre son père, très concrètement, ça veut dire le faire entrer dans son monde romanesque, le faire renaître dans son monde, mais artistique. Appelons ça la Nothombie. Alors, nous avons dit qu'elle parodiait de nombreux genres romanesques, mais elle réécrit aussi plusieurs de ses romans. Oui, elle le comprend, elle cherche à le comprendre au sens étymologique du terme, à le prendre avec elle, l'accueillir en soi. Et l'accueillir en soi, très concrètement, c'est l'accueillir dans son monde romanesque. Et ça, elle le fait donc dans sa pratique littéraire, très concrètement par l'exercice de la réécriture. D'abord, elle réécrit les mémoires que Patrick Nothomb avait écrit sur Stanleyville, un ouvrage qui avait paru en 1993 et dont elle s'inspire. Donc ça s'appelait Dans Stanleyville. Et puis on reconnaît à plein de moments des allusions à ses œuvres précédentes. Donc on reconnaît Biographie de la faim, le rapport avec la mère qui n'aime pas ou qui ne donne pas la reconnaissance voulue à l'enfant. On reconnaît Frappe-toi le cœur, plein de personnages. Il y a également, dans Soif, on a le personnage du Christ qui lui aussi va vers la mort, comme vers un peloton d'exécution. Donc plein de parallèles avec des œuvres antérieures qui montrent qu'elle fait rentrer son père dans son univers romanesque. Oui, alors nous disions tout au début que Amélie cherchait par l'écriture à être Patrick, mais finalement Patrick c'est Amélie. Oui. Il y aurait encore plein de choses à dire sur cette œuvre. La semaine prochaine, nous approfondirons la discussion autour de cet ouvrage et aborderons la question de la prise d'otage et la question de l'héroïsme, point d'interrogation, de Patrick Nothomb. Chers auditeurs, chères auditrices, merci de votre attention. Merci Nicolas. À la semaine prochaine.